pourra s'exprimer. Bonsoir, je m'appelle Cyril Defer-Gendrin, je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent. J'ai une association aussi sur Divonne, j'y habite depuis 20 ans. Une toute petite chose, vous n'avez même pas parlé du centre équestre. Ah si, on vient d'en parler. Non, de l'hippodrome. Ah. Alors, ça, je pense que c'était peut-être un minimum à parler. Non, je sais pas. Vu la dette. D'autres choses qui sont un petit peu pour moi particulièrement d'autres petites choses que j'aime pas trop. Vous parlez beaucoup des associations, mais vous ne faites pas référence à toutes les associations, à toutes les activités que l'on fait déjà en termes associatifs. Le rucher d'Yvonnais, il existe, ça fait des années qu'il existe, j'en fais partie, plein de gens en font partie, et vous parlez d'une autre association qui sera à créer, alors qu'il y en a déjà une qui existe. Il y a plein de choses comme ça que je trouve, malheureusement, vous ne citez pas, et que ça fait partie de Divonne. Ça fait des années qu'on travaille. Je veux dire que les associations font des choses pour Divonne, et elles ne sont pas mises en valeur dans votre liste. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment désolée. Et je parle en tant que personne qui a une association sur Divonne et qui participe énormément à d'autres associations, notamment des associations culturelles. Vous avez parlé essentiellement des associations sportives et pas des associations telles que l'Université pour tous, qui ont besoin de salles, qui ont besoin aussi de support, au même titre qu'Arpadi, au même titre que les associations comme autour de la Russie. Ce sont des associations culturelles qui ont besoin aussi, et c'est pas seulement des associations sportives. Merci. Très bien. Alors, je vais vous répondre sur les 2 points. La première, c'est concernant le centre équestre. Je crois qu'on a parlé du site qui va d'hippodrome au centre équestre, mais vous avez posé une question, j'imagine, une question qui attend une réponse très précise. Oui, le centre équestre a fait faillite ou est en cours de redressement judiciaire. On en a parlé dans la presse, on en a parlé au niveau du conseil municipal. Aujourd'hui, il y a un projet de reprise qui est à l'étude, pas par la collectivité, mais par le tribunal, qui est en train de gérer le redressement et la faillite de la société qui gère aujourd'hui le centre équestre. A priori, il y avait un jugement aujourd'hui, ce n'est pas encore le retour du jugement. Il y a 2 options, soit l'offre de reprise est jugée irréalisable, et à ce moment-là, il n'y a plus de centre équestre, il y a une liquidation judiciaire qui est actée pour la société qui gère le centre équestre, soit le projet de reprise est bon, il est accepté par le tribunal, et à ce moment-là, ces exploitants reprennent l'activité du centre équestre et les dettes liées à l'exploitant qui exploitait le centre équestre par avant. Dans la première option, ça coûtera à la collectivité environ 500 000 €. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le conseil municipal a voté une délibération pour se porter caution sur les investissements qui étaient réalisés par la société qui a mis en œuvre le centre équestre. Voilà l'état aujourd'hui de la situation. Et si nous ne sommes pas entrés autant dans le détail de ce point très spécifique dans le cadre de notre programme, votre question me permet de répondre très clairement sur ce qu'il en est avec le centre équestre. Deuxième point, sur les associations. On aurait pu, dans le cadre de notre projet, énoncer chaque association. Le Rucher d'Yvonnais, vous avez raison, c'est une association qui aujourd'hui vit et qui avait été initiée à l'époque par un conseiller municipal qui s'appelle Michel Mousset, qui est encore aujourd'hui présent au conseil municipal, qui ne fait pas partie de l'équipe qui se représente. Ça me permet d'ailleurs de rendre hommage à l'ensemble des élus qui aujourd'hui ne feront pas partie du futur conseil municipal, qui, pour des choix personnels ou pour d'autres raisons, ne sont pas présents sur aucune des 3 listes. Et je tenais à saluer l'ensemble de leur engagement, puisqu'ils ont souvent porté des politiques publiques aussi importantes pour la ville. Mais c'était le sujet des associations. Donc, on aurait pu faire un listing complet des associations, on n'a pas fait ce choix-là dans le cadre de notre programme. Mais ce qui ne signifie pas qu'on ne porte pas une attention particulière à toutes les associations, et que quand nous recevons des responsables d'associations, nous essayons de leur trouver des réponses, notamment en termes de locaux. Et aujourd'hui, c'est un des sujets les plus problématiques, c'est qu'il manque de place pour accueillir l'ensemble des associations et que nous devons rendre certains arbitrages quand nous avons des locaux qui se libèrent.
ou quand nous devons porter ou favoriser des mutualisations dans l'utilisation de certaines salles. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons présenté un projet d'espace qui est le doublement des surfaces du gymnase pour pouvoir recentrer l'ensemble des activités sportives dans ces locaux et libérer d'autres secteurs qui pourront être dédiés à d'autres associations dans les locaux qui sont aujourd'hui des locaux communaux. Voilà. Il y avait une question, je crois, en haut. Charles, juste à côté de toi. Bonsoir. Alors, tout d'abord, félicitations à toute l'équipe pour votre projet, à vous tous. Merci de nous avoir présenté tout ça. Donc, moi, j'avais une question qui concerne donc le troisième objectif. Donc, Monsieur Baillet et Madame Houlier ont mentionné que 85% de la commune de Divonne était en zone naturelle ou agricole. Vous affirmez pouvoir garder et maintenir ce statut, mais tout en souhaitant développer la ville de Divonne. L'objectif des 10 000 habitants est-il encore d'actualité comme il l'était sous notre ancien maire, donc Étienne Blanc? Je me suis rapidement renseignée sur les données des habitants exacts à Divonne, et c'était 9 300 habitants en 2015 et 9 650 en 2017. Je ne sais pas si les données sont exactes, mais de quelle manière pensez-vous la suite de l'évolution sur cet aspect pour notre ville? Donc comment développer, à la fois garder en fait les zones agricoles et rurales, mais tout en continuant à développer les habitations les plus habitants à Divonne. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Si, c'était parfait. La question était très bien posée. Okay. Juste pour les données, au dernier recensement, donc celui du 31 décembre de cette année, il y a 9 878 habitants à Divonne-les-Bains. Donc on est encore en dessous de la barre des 10 000 habitants. Le sujet que vous portez, il est le sujet quasiment central, j'allais dire, de notre projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut faire dans une commune qui connaît une croissance forte? Cette croissance forte, elle est pas liée à l'activité économique de Divonne-les-Bains, mais elle est liée au fait que notre territoire, celui de la commune de Divonne, mais plus globalement le pays de Gex, se situe à proximité de Genève, qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui est un fort attracteur d'activité économique, et que sur le territoire genevois se développent peu de logements, ou pas suffisamment par rapport à l'accueil d'activités et d'entreprises. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a un très fort développement de logements dans la région. On l'a vu quand on regarde les chiffres, le pays de Gex, je crois, est passé à gagner 20 000 habitants à l'espace de très peu de temps, en l'espace de entre 10 et 15 ans, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup et ce qui est même un peu trop au regard du développement en parallèle des équipements, transport, gymnase, espace pour les associations, on vient d'évoquer ce sujet. À Divonne, et dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal qui a été validé, qui a été discuté depuis maintenant quelques années, l'idée c'est qu'il y a deux objectifs. Le premier, c'est de préserver l'identité touristique et thermale, donc de moins construire, et moins construire parce que ça pourrait porter atteinte à cette image-là, et deuxièmement, d'avoir la volonté de diviser par deux le nombre de logements soit délivrés, soit construits. Pour ce faire, il y a deux possibilités. La première, c'est de supprimer les secteurs constructibles, c'est-à-dire rendre des secteurs qui sont soit urbains, où on peut construire une maison ou un immeuble dessus, soit à urbaniser, donc pour de la construction future, les rendre au secteur naturel et agricole. Et du coup, préserver les espaces agricoles et naturels. Ça, c'est le premier point. À Divonne, dans le cadre du PLU intercommunal, c'est plus de 70 hectares qui repassent en secteur naturel ou agricole. Et de l'autre côté, c'est de limiter les constructions par la contrainte réglementaire et par les possibilités de construction qui sont laissées à un privé ou à un promoteur. Et c'est le choix qui a été fait, de dire que les 800 logements qui sont prévus, il y en a une partie qui sont concentrés sur le secteur de la gare, on l'a évoqué tout à l'heure, proche des services, proche des commerces et proche des écoles, et le reste doit se concentrer dans les secteurs qui sont construits aujourd'hui, et qu'on puisse éviter de construire à Villars, à Vézenay, au pied de la montagne, trop de constructions, trop d'immeubles, qui seraient problématiques
Parce qu'il pourrait se construire soit sur des espaces non construits aujourd'hui, soit trop densifier des démolitions de maisons pour en faire des immeubles, et c'est loin des transports, on a évoqué un peu tout à l'heure. Ce choix-là, c'est un constat, et c'est un choix qui est déjà fait parce que le PLU intercommunal a déjà été validé, et maintenant nous on s'engage à ne pas revenir sur ce PLU intercommunal. Et ça a été, je crois, une discussion qui a animé les débats du conseil municipal et de la commission urbanisme pendant les 6 ans qui viennent de s'écouler. Parce que le sujet de l'urbanisme, il est central. Et si on veut maîtriser un cadre de vie de qualité, si on veut maîtriser le développement des mobilités, si on veut maîtriser les équilibres sur notre territoire, il est essentiel de maîtriser son développement urbain. Et aujourd'hui, j'espère que nous allons y arriver avec le document dont je vous parle, mais on a essayé d'être beaucoup plus contraignant envers les promoteurs, envers les personnes qui souhaitent construire, pour justement tenir et organiser le développement de notre ville. J'espère qu'on y arrivera, on fera un bilan régulier là-dessus, et je crois que c'est un des sujets centraux. Nous, notre volonté, elle n'est pas de développer des immeubles à tour de bras, de se dire que demain, on doit être une ville de 15 000 habitants. C'est pas du tout notre objectif. Je crois pas que ça soit l'objectif du conseil municipal qui termine son exercice. Mais à l'inverse, l'objectif, il était plutôt de faire tout ce qu'on pouvait pour contraindre les constructions avec les documents réglementaires qui étaient les nôtres. Ça s'est pas toujours vu. Parce que quand on voit une maison disparaître à côté de chez soi pour y voir apparaître un immeuble de 80 logements, on se dit mais que font les élus? Ils sont complètement fous. Ils ne maîtrisent rien. La réalité, elle est un peu différente. On compose avec des outils réglementaires qui sont souvent qui sont bons pour un moment où on les vote, mais avec un contexte réglementaire qui évolue vite, rapidement, une pression forte, et les outils sont plus tout le temps adaptés. Donc j'espère en tout cas qu'avec le document qui a été construit et co-construit entre l'agglomération et la ville de Divonne pendant tout le mandat qui s'achève, avec tous les élus qui s'achèvent, enfin qui finissent leur mandat, pardon, j'espère qu'on arrivera à tenir l'objectif de moins construire et de mieux construire. Alors, on va vous donner un micro. Allez-y, si vous voulez intervenir avec le micro, comme ça tout le monde vous entend. C'était justement pour les questions qui viennent d'être évoquées. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en limitant comme ça, dans le cadre de l'offre et de la demande, ça fasse encore augmenter beaucoup les prix de Divonne qui sont déjà exorbitants? C'est un risque. Mais aujourd'hui, on n'a jamais autant construit à Divonne-les-Bains et les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi élevés. Donc on voit que la question de l'offre et de la demande, en tout cas chez nous, elle ne régule pas forcément le prix des appartements. Alors oui, le fait de moins construire, ça aura mécaniquement une tendance à maintenir un prix élevé ou à faire monter le prix. Donc il faut qu'on trouve, et on y travaille actuellement, des mécanismes pour contrôler le prix de certains logements. On a parlé de logements sociaux tout à l'heure, donc c'est en produire plus pour répondre notamment à un besoin, à une demande pour les travailleurs qui sont à Divonne actuellement, pour faire fonctionner également les hôtels de la ville, faire fonctionner les écoles, les services publics. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le gouvernement vient de mettre en place aussi des organismes de foncier solidaire qui permet en fait aux collectivités, plutôt à l'échelle de l'intercommunalité, j'allais dire, de faire de l'acquisition de terrain pour ne pas faire peser dans le prix d'achat d'un appartement la partie du foncier qui représente aujourd'hui à peu près 20% du prix d'un appartement. C'est un investissement de la collectivité. Ça veut dire que le propriétaire d'un appartement, il n'est pas propriétaire du foncier de son appartement, mais de son appartement. Et ça, c'est un axe, à mon avis, qui est très intéressant et qui doit être testé à Divonne et dans notre région. Et ça peut être une réponse apportée à des salariés qui travaillent en France, qui ont une capacité d'acquérir du logement ou de louer hors du parc social. Et je pense qu'il faut creuser cette idée-là. Oui, il y avait 2 questions devant. Ah bah, allez-y. Bonsoir. Les Divonnais ont été très heureux de constater la réouverture du cinéma-théâtre. Merci d'avoir réinitié le dialogue avec M. Benamou. La semaine dernière, je me suis présentée au cinéma, j'ai trouvé porte close, sans explication.
J'ai cherché à savoir autour de moi en posant différentes questions et j'ai eu deux réponses. La première, le coronavirus, ça m'a paru logique et intelligent. La deuxième réponse a été un peu moins logique et pour moi un peu moins intelligente, à savoir le cinéma est fermé pour une raison administrative. La mairie a octroyé hors de la légalité le droit de réexploiter le cinéma. Quelle est votre réponse? C'est ni le coronavirus, ni l'illégalité d'une action de la collectivité. Pour avoir discuté avec M. Benhamou la semaine dernière, je crois qu'il y a une difficulté technique dans le cinéma qui explique sa fermeture. Ça me permet d'ailleurs, cette question, de faire un point sur les relations que nous avons avec le casino ou avec le groupe Partouche. Nous avons des relations de co-contractants. Avec le groupe Partouche est délégataire d'une mission de service public que la commune lui a confiée il y a quelques années maintenant à travers un contrat. Il y a eu des rapports compliqués avec le casino et avec les gérants du casino pendant quelques années, c'est un secret pour personne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire une relation de partenaire. Et je crois que cette relation de partenaire, elle est essentielle pour la ville de Divonne, pour deux raisons. Le casino, c'est d'une part le premier employeur de Divonne-les-Bains. C'est, je crois, aujourd'hui un peu moins de 300 employés qui font vivre le casino et l'hôtel. Et aujourd'hui, quand on a un employeur de cette taille-là sur la commune, il est essentiel de pouvoir discuter avec lui régulièrement de ses projets et de regarder avec lui comment on peut l'accompagner dans ses projets. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que le casino, c'est une grosse partie des recettes de la ville. Le casino, c'est aujourd'hui le produit des jeux qui tombe dans les caisses de la commune et qui nous permet d'investir. Et ça, c'est une réalité. On a beaucoup critiqué le groupe Partouche parce qu'il avait une gestion du casino qui est différente. Aujourd'hui, en tout cas, les chiffres sont bons et la commune peut être au bénéfice d'un produit des jeux qui est plus élevé qu'il y a maintenant 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça signifie que la stratégie mise en place fonctionne. Et ça, j'en suis très heureux. Par contre, le partenariat, il a aussi son cadre dans lequel il doit se mettre en place. Et ce cadre, il est assez clair. On a des relations assez directes avec le PDG du casino et des hôtels de Divonne, notamment sur la question de l'urbanisme, qui est un sujet qui est évoqué, je crois, à chaque campagne municipale, puisque le casino est propriétaire de terrain, et très clairement, on n'est pas, nous, favorables au déclassement de terrains dont le casino est propriétaire. Il a des terrains le long de la rue de Maupassant. On ne souhaite pas que ça se développe pour les raisons stratégiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et il y a un deuxième sujet derrière la mairie sur le practice de golf. Et là, on est tout à fait prêt à discuter d'un projet touristique qui pourrait trouver sa place à cet endroit, à proximité du casino, à proximité des thermes, à proximité des grands hôtels et qui pourrait dynamiser l'offre touristique et hôtelière de la ville. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans les relations entre la collectivité et les représentants du groupe Partouche. On se voit régulièrement, on a des échanges directs et c'est toujours dans l'intérêt de la ville de Divonne et des partenariats que nous pouvons trouver pour porter une dynamique économique à Divonne-les-Bains. Merci. Ici, à droite. Merci. Je m'appelle Maurice Chax, je suis divonnais depuis 35 ans et actuellement je suis conducteur de car scolaire. Je souhaiterais simplement savoir, pas tout le monde poser une question, quand est-ce que nous verrons la réfection de l'avenue du Salève, car il est très difficile d'y rouler là-bas. D'ailleurs, je défie quiconque d'y faire du vélo et de garder les fesses sur le siège, enfin sur la selle, d'un bout à l'autre. Voilà, merci. On l'a évoqué, oui, l'état des routes à Divonne, il y en a certaines qui sont dans un très mauvais état, dont l'avenue du Salève. On l'a évoqué tout à l'heure dans la présentation de notre projet, on a la volonté d'accélérer et d'amplifier la rénovation de nos voies et de nos routes. Ça doit se faire aussi dans un cadre global. On doit retravailler, et on propose de retravailler sur un plan de circulation
pour éviter les incivilités routières et notamment le trafic de transit dans des secteurs sur lesquels il ne doit pas y avoir de trafic de transit. Je pense notamment au secteur de la rue Guy-de-Maupassant, au secteur de Vézenay, à d'autres secteurs dans la ville. Et je pense qu'il faut fixer le nouveau plan de circulation après un diagnostic et surtout obtenir des données objectives sur les dangers de la circulation dans la ville de Divonne-les-Bains. Et ensuite, avoir un plan pluriannuel de rénovation des routes, de rénover ces routes dans le sens du plan de circulation. Ça sert à rien de rénover une route qui fait aujourd'hui une largeur immense pour mettre du goudron si on sait qu'on souhaite que ça devienne une route à une seule voie et qu'on peut avoir des espaces soit qu'on va revégétaliser, soit des espaces qu'on va dédier aux mobilités douces et aux cycles. Donc on va travailler dans l'année qui vient, si nous sommes élus le 15 mars prochain, sur ce diagnostic et ce nouveau plan de circulation. Et ensuite, développer un projet d'investissement pluriannuel sur l'entretien des routes. Ce qu'on souhaite également, c'est y mettre plus d'argent. Aujourd'hui, je crois qu'au budget de cette année, on doit avoir à peu près 600 ou 650 000 euros dédiés à l'entretien des routes. Notre idée, c'est de porter à au moins 1 million d'euros l'entretien des routes chaque année, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui à Divonne, et surtout dans plusieurs secteurs de la ville. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle William Chidli, je suis urbaniste. Je travaille dans le canton de Vaud. J'ai grandi dans le Pays Gex et je suis très sensible aux problématiques liées à l'aménagement du territoire, et en particulier à Divonne-les-Bains. Je me suis intéressé à votre programme très riche et je n'ai pas pu m'empêcher de le croiser avec le PLUH que vous avez porté à bout de bras et qui a d'ailleurs été voté par le Conseil communautaire. Je vous en félicite. Merci. J'aimerais revenir sur l'axe préservé et l'objectif numéro 3 qui porte sur la création d'aménagements cohérents qui préservent l'architecture locale qui fait la caractéristique de Divonne. Et j'aimerais ici souligner les contradictions fondamentales qui existent avec cet objectif et les mesures d'aménagement contenues dans le PLUH. Je pense notamment à l'OAP de plan, où il est question de raser la moitié du hameau pour y construire des immeubles, quelle que soit leur affectation. On fait face ici à une perte notable d'une architecture vernaculaire gessienne et divonnaise qui va disparaître à jamais. Je pense également à l'OAP d'Arbert, où il est question de réaliser des immeubles couchés en lieu et place d'anciens vergers historiques qui font pourtant la spécificité du lieu de ce hameau. Je pense également au hangar ferroviaire de la gare qui va disparaître au profit d'un projet certes nécessaire pour la commune, mais dont la démesure et l'échelle n'est pas sans rappeler les nouveaux quartiers de Saint-Genis-Pouilly. Et tout ceci, finalement, me fait penser à la perte d'un bâtiment important pour Divonne, un équipement, la salle des fêtes, qui a été détruite il y a quelques années et qui n'a jamais été reconstruit. J'aimerais ce soir vous poser une question, peut-être en tant que confrère. À l'heure de la transition écologique, quelle vision de la ville justifie l'élimination systématique d'un patrimoine naturel et bâti à Divonne-les-Bains? J'aimerais également poser une question subsidiaire à l'ensemble du groupe Divonne-les-Bains naturellement. Divonne-les-Bains face à son histoire, quelle régénération? Je vous remercie. C'est une excellente. Vous avez posé deux très bonnes questions. La question de la préservation du patrimoine. Très clairement, aujourd'hui, on a une grande partie de notre patrimoine qui a disparu pour être remplacé par souvent des équipements ou du logement neuf pour répondre aux besoins de la croissance démographique qui était la nôtre. Il y a une partie de bâtiments communaux qui nous appartenaient, c'est le cas de la salle des fêtes, vous l'avez évoqué. Il y a une partie des bâtiments qui sont aussi des bâtiments privés, qui n'ont pas fait l'objet d'une protection spécifique et qui ont disparu.
Et vous avez cité plusieurs cas qui sont aujourd'hui des cas très concrets sur lesquels il y a des projets, pas des projets forcément enclenchés par le PLU intercommunal, mais des projets qui sont aussi enclenchés depuis une dizaine d'années dans une dynamique portée par la collectivité, et je pense notamment au hameau de Plan, auquel vous faites référence, où la commune a commencé à faire des acquisitions foncières il y a à peu près une dizaine d'années pour y réaliser à cet endroit des logements, et des logements sociaux notamment, et résoudre un problème d'alignement de voirie sur laquelle il y a un bâtiment historique. Très clairement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les documents qui étaient les nôtres nous ont permis de protéger toute une série de bâtiments qui ont disparu. Vous avez cité les bâtiments qu'on a pu voir disparaître nous, mais par le passé, d'autres ont disparu, ou des vergers ont disparu. Je pense notamment le long de l'avenue Marcel Antonio, où aujourd'hui vous avez un bâtiment. Quand on prend l'avenue Marcel Antonio et qu'on passe le long du Charlie's Pub, où vous aviez avant un verger qui a disparu et qui est devenu aujourd'hui un immeuble. Je pense notamment à la salle des fêtes que vous avez évoquée. Je pense qu'il y a une multitude de petits bâtiments qui ont aussi aujourd'hui disparu. Dans le cadre du PLU intercommunal, il y a une partie des bâtiments qui sont aujourd'hui protégés, parce qu'il y a une protection plus importante, notamment dans le centre-ville, pour protéger des bâtiments. Il y en a une partie qui n'est pas protégée. Je pense notamment, pour ceux qui sont protégés, à ceux qui sont situés à la place Perton, où aujourd'hui il y a une vieille ferme, un vieux bâtiment qui doit être référencé au cadastre napoléonien et qui a fait l'objet d'appétence de promoteurs avec le bâtiment voisin pour y réaliser un collectif. Je crois que la commission a même refusé un permis de construire collectif à cet endroit parce qu'on ne souhaite pas que disparaissent ces derniers bâtiments qui sont l'image encore de ce quartier. Il y a d'autres secteurs dans lesquels nous essayons de protéger des espaces végétaux en centre-ville, sur lesquels il y a aussi des projets, où il peut y avoir des projets immobiliers. Le PLU intercommunal, il intègre également des projets qui sont portés depuis longtemps. Vous en avez cité deux. C'est le quartier de la Gare, avec notamment l'ancien bâtiment de la FADAP qui appartient aujourd'hui à la commune. Et vous avez cité le secteur de Plan, qui fait aussi partie de projets anciens. Sur le secteur de la Gare, il y a au démarrage du processus des discussions, notamment de la concertation sur les bâtiments qui préexistaient. On s'est nous-mêmes posé une question en tant qu'élus de savoir s'il fallait conserver des bâtiments, et le sujet s'est plutôt porté sur le bâtiment de la Gare qui a fait l'objet aujourd'hui d'une rénovation. Alors, on aime ou on n'aime pas la rénovation, mais en tout cas, dans le cadre de la consultation qui avait été lancée à l'époque, les Divonnais qui ont répondu nous ont fait part. Il y a eu, je crois, 200 ou 300 personnes qui ont répondu. 210. Enfin, 210 qui ont répondu pour dire on souhaite préserver ce bâtiment, au moins dans son esprit, et avoir une rénovation. Et l'autre bâtiment n'a pas fait l'objet de cette rénovation. Ça a été un choix qui a été porté à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a une base avec le PLU intercommunal, mais qu'on ne va peut-être pas assez loin dans la protection de certains bâtiments ou dans la protection de certains espaces végétaux ou naturels. Je pense notamment qu'il y a un sujet sur les arbres et les essences d'arbres qui méritent d'être protégées. Aujourd'hui, on voit disparaître de nombreuses essences d'arbres parce qu'elles ne figurent pas référencées dans les documents d'urbanisme. Et je pense qu'il faut que, au bénéfice d'une modification du PLU intercommunal, on puisse avoir un référencement plus précis du patrimoine végétal de la commune pour qu'il puisse être protégé. On a un projet aujourd'hui rue du Châtelard. Il y a des arbres qui sont intéressants et qu'on risque de voir disparaître. Et on est un peu court juridiquement pour les protéger. Ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième, ce sera d'essayer de contenir et de maintenir le patrimoine bâti historique. Aujourd'hui, on a sur l'orientation de plan, on a décidé il y a 10 ans de développer un projet à cet endroit. Ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait pour des projets économiques. Ça ne s'est pas fait parce que le promoteur, qui est un bailleur social qui a racheté l'opération, ne le fait pas.
Si demain, en discutant avec lui, on a le moyen de conserver ce bâtiment, qui est un bâtiment historique, qui ne répondra pas à l'objectif initial qui était de redresser la voie, d'enlever les goulets d'étranglement pour la circulation, ben on discutera avec lui de voir comment on peut intégrer ce projet. Une orientation d'aménagement, elle est aussi la base des discussions avec des promoteurs. Et c'est ce qui est pour nous, c'est ce qui pour nous permet de pouvoir échanger et discuter. Mais notre volonté, c'est pas de raser tout le patrimoine historique de la ville, très clairement, ou de remplir de béton tous les champs qui peuvent être situés dans le centre-ville. Je pense qu'on doit avoir une intelligence sensible pour faire en sorte d'essayer de préserver, quand c'est encore possible, du patrimoine historique. On l'a, je crois, plutôt bien fait le long de la rue Fontaine, avec les protections qui existaient, parce qu'il y a eu très peu de changements, alors qu'on est dans un secteur de centre-ville, et dans un secteur dans lequel il aurait pu y avoir de fortes mutations. Donc on voit qu'on a des outils qui peuvent être à notre disposition, et j'espère, je ne sais pas si c'est le cas dans le PLU intercommunal, les années qui viennent nous le diront, j'espère qu'on aura trouvé les bons outils. Et l'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a des règles qui sont de plus en plus faibles dans le domaine de l'urbanisme. Quand on délivre un permis de construire ou quand on délivre un permis pour une maison ou pour un immeuble. C'est la raison pour laquelle on souhaite avoir les attaches d'un architecte urbaniste qui nous donne des conseils qui soient force de discussion avec des promoteurs. On a beau être élu, à des moments, il peut nous manquer des mots pour exprimer ce qu'on souhaite. Donc c'est ce qu'on souhaite mettre en place dans le cadre de futurs mandats et de travailler également avec cet architecte urbaniste sur des ambiances pour chacun des quartiers de Yvonne pour justement avoir des outils qui puissent nous permettre de faire évoluer les projets qu'on peut recevoir en mairie ou d'interdire ou de s'opposer à certains projets. Il y a la règle et puis il y a l'art et la négociation que l'on peut avoir avec différents intervenants, qu'ils soient des privés ou des promoteurs, dans le cadre de la construction de projets. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe veut répondre sur ce sujet. Non. Okay. Bon, parfait. Il y avait une question tout en haut. Bonsoir, mon nom c'est Robert Smith-Gillespie, habitant de Vesnay. Merci M. Scaplan et votre équipe pour une présentation très intéressante. Je voudrais poser la question du quartier de la gare. Je suis un peu intrigué par la dénomination écoquartier de la gare, parce que je dois confesser d'abord que je connais pas en profondeur le projet, mais je voudrais savoir qu'est-ce que mérite l'appellation écoquartier de la gare, parce que pour moi, un écoquartier, ça sera un quartier où les bâtiments sont construits en matériel durable, écologique, par exemple le bois et pas le béton. Un quartier où l'isolation sera au-delà des normes habituelles et en plus en utilisant des matériels naturels. Un quartier où gérer l'eau de pluie, les eaux grises, les eaux noires, le compostage de tous ces produits, ça sera un élément important pour mériter le nom écoquartier. Où la génération d'énergie, ça sera fait par les énergies renouvelables, par exemple le solaire ou les pompes à chaleur. Aussi un quartier où les activités à réaliser seront liées aux activités de la transition écologique, par exemple des centres de conseil aux habitants de la ville sur la construction durable, comment agir d'une manière durable pour la transition écologique. Et finalement, la question de l'arborisation, parce que si j'ai bien compris, si nous avons un parking souterrain, l'arborisation dans la surface, ça sera très limité au niveau de la qualité et grandeur des arbres, et ça me semble dommage pour un écoquartier. Donc, ce sont les différents éléments qui, à mon avis, devraient constituer des aspects importants d'un quartier nommé éco
quartier. Et je voudrais savoir si en effet votre projet contemple ce type d'éléments. Merci bien. Alors, l'obtention du label écoquartier, c'est un label et c'est plusieurs critères qui sont portés dans ce label. Ça concerne à la fois l'environnement, les énergies renouvelables, la dimension sociale et la dimension économique du quartier. Ce label écoquartier, c'est pas nous qui le décrétons. C'est un travail qui a été engagé avec l'État français, avec les services de l'État français, les services de l'environnement, pour vérifier que plusieurs critères permettaient d'être labellisés écoquartier. Il y en a plusieurs. C'est notamment l'engagement de travailler sur de la construction avec des matériaux biosourcés, que ce soit du bois, et du bois, si possible, local, en s'appuyant sur les filières qui sont celles du département et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut être du béton de chanvre, qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé en remplacement du béton classique, qui est un fort générateur de gaz à émission d'effet de serre sur l'ensemble du processus de production et d'utilisation du béton et de recyclage. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième, c'est sur les labels énergétiques. Dès le lancement, on a souhaité que ce quartier soit un quartier labellisé Minergie, qui est un label suisse, mais qui n'est pas un label français, qui à l'époque était un label plutôt innovant quand le quartier a été lancé. Aujourd'hui, on voit que les règles dans le cadre énergétique ont aussi évolué du côté français, et nous discutons actuellement pour faire évoluer ce label vers des contraintes plus fortes en termes de label énergétique sur l'ensemble des bâtiments. Ça concerne à la fois la partie relative à l'habitat, mais également la partie relative au commerce sur ce secteur. Et enfin, il y a un troisième label qui est le label Biodiversity, qui vise à préserver sur le secteur de la gare la biodiversité, ou une biodiversité sur les bâtiments. Il y a des toitures végétalisées qui vont exister, il y a un vrai travail qui est fait sur la gestion des eaux de pluie, et notamment dans le parc qui sera réaménagé, avec une gestion de l'eau de pluie et des eaux pluviales à ciel ouvert, qui permettra aussi d'avoir un bassin tampon à cet endroit. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui nous permettent de travailler actuellement à la labellisation écoquartier pour le quartier de la Gare. Il y a plusieurs autres critères qui sont aussi actuellement discutés. Je pourrais les évoquer ce soir, mais il y en a, je crois, plus d'une vingtaine. Donc on peut vous transmettre la grille d'analyse qui est prévue aujourd'hui par l'État sur cette labellisation. Est-ce qu'il y a encore? Je vous propose de prendre encore une ou deux questions, s'il y en a encore une. Peut-être la dernière, juste là sur la gauche. Bonsoir. Je m'appelle Nathalie Pafouro, j'ai 44 ans et ça fait 5 ans que j'habite à Divonne. Je suis sur une autre liste, unie, mais je suis aussi novice en politique. J'ai lu et écouté votre programme avec beaucoup d'intérêt, donc merci. J'avoue que sur quelques-uns de vos objectifs, je ne voyais pas en quoi ils seraient mesurables, comment peut-on les mesurer. Donc j'en ai sorti 4 sur lesquels j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations ou des actions concrètes derrière. La première, c'était quand vous dites élargir la présence des policiers municipaux. Vous avez dit, il me semble, je me trompe peut-être, mais il y a 9 policiers municipaux qui travaillent de 8h à minuit, qui travaillent également les week-ends, et on a beaucoup de policiers municipaux par rapport à une moyenne dans le pays de Gex. Donc, comment élargir la présence dans ces cas-là? Le deuxième point, c'était sur clarifier et rendre transparente l'attribution des subventions aux associations. Donc aujourd'hui, on a 5 associations qui
qui bénéficient, je crois, des 3/4 du montant des subventions accordées par la mairie, sur 130 associations. Donc, comment est-ce que vous clarifiez et rendez plus transparente cette attribution concrètement? Le troisième point, vous parlez de se doter d'un établissement thermal moderne et adapté. Donc effectivement, il n'a pas été beaucoup rénové. Donc comment est-ce que vous voulez vous doter d'un établissement moderne? Et le quatrième point, encourager le propriétaire du château à rénover. L'incendie a eu lieu il y a 3 ans. J'imagine que vous avez déjà entrepris des démarches depuis 3 ans. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que vous n'avez pas encore fait? Merci. Merci pour vos questions. J'essaie d'être assez factuel dans mes réponses. Sur l'élargissement de la présence des policiers municipaux. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 9 policiers municipaux, une présence de 8h à minuit à Divonne du lundi au vendredi, une présence le samedi matin et une présence sur le marché le dimanche matin. Et des astreintes en cas d'urgence sur la police municipale le week-end, samedi et dimanche les après-midi et la nuit si nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, au regard des évolutions du nombre de cambriolages, de l'activité nocturne qu'il y a notamment durant l'été au bord du lac, il faut pouvoir avoir une présence de la police municipale plus tard le soir. C'est-à-dire, au lieu de s'arrêter à minuit, il faut que la police municipale puisse aller au-delà de minuit. Ça, c'est le premier point, quand on parle d'élargir la présence des policiers municipaux. Il y a également un sujet qui est de dire aujourd'hui, on est une ville touristique, on a des touristes ou des visiteurs de Divonne qui sont là le samedi et le dimanche, et c'est le moment où on a presque le moins de présence de la police municipale. Donc il est, à mon avis, important, et c'est ce que nous pensons, que la police municipale puisse être plus présente, le samedi et le dimanche. Pour cela, ça nécessitera une réorganisation, une nouvelle organisation dans les équipes de la police municipale. Ça pourra concerner également un renfort de la police municipale si nécessaire. Il y a une partie des actions qui pourront être faites par d'autres outils qu'on souhaite développer. Donc voilà ce que l'on entend par élargir la présence des policiers municipaux. Deuxième point, sur la clarification et la transparence des subventions aux associations. L'idée, elle est assez simple, elle est de pouvoir poser des critères et des ensemble de points aujourd'hui, qui n'est pas forcément clair aujourd'hui, à l'attribution des subventions aux associations. On a aujourd'hui plusieurs adjoints qui ont chacun leur domaine de compétences, qui travaillent avec les associations, qui ont un mode de fonctionnement avec les associations qui n'est pas forcément le même dans l'attribution des associations. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir un référent association unique, de travailler aussi avec la commission association et avec les associations elles-mêmes pour déterminer les critères d'attribution d'associations. Peut-être que ça peut être le nombre d'enfants divonnés, une surbonification, ça peut être parce que les associations ont un projet spécifique, elles peuvent avoir une subvention aussi plus importante. Et ces critères, ils doivent être mis sur le papier, j'allais dire plus expliqués qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils doivent être mis sur un papier, ils doivent être partagés avec les associations, et ensuite les subventionnements doivent se faire selon ces critères. C'est déjà des sujets, c'est pas un sujet nouveau, hein. C'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises durant ce mandat au sein de la commission vie associative. Ça n'a pas abouti, parce qu'il n'y avait pas de volonté de le faire aboutir, je pense, à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un projet qui nous semble important de porter si on veut trouver un équilibre dans le fonctionnement des associations. Le troisième point, c'est l'établissement thermal moderne et adapté. Il y a un projet aujourd'hui de nouvel établissement thermal au bord du lac qui est adjoint au projet de rénovation de la piscine qui est en cours. Ce projet de rénovation de la piscine tel qu'il est lancé aujourd'hui, la consultation ou les discussions avec les 2 groupes qui sont sélectionnés n'est pas close. Elle se poursuivra par l'équipe qui gagnera les élections après les élections, j'imagine. 2 options, soit la mairie, soit l'engagement que nous avions pris en 2014
d'avoir un engagement financier équivalent au déficit de la piscine aujourd'hui, 800 000 euros. La participation serait celle-là pour le futur projet. C'était l'engagement financier que nous avons pris. S'il est tenu, ce projet avancera, ira au bout. C'est-à-dire que le nouvel établissement thermal adapté se situera au bord du lac, à côté d'une piscine rénovée. Aujourd'hui, dans l'état des discussions, on est loin de tenir l'engagement financier qu'on avait énoncé en 2014. Si les négociations ne permettent pas d'aboutir, on clora le dossier qui a été ouvert et on repartira sur un projet de rénovation de la piscine, de création d'un bassin couvert, comme cela a été évoqué dans notre présentation. Et on travaillera sur un projet de rénovation ou de nouvel établissement thermal qui nous permet d'accueillir des curistes à Divonne dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, l'établissement thermal, il est vieillissant, il n'est pas adapté notamment à la rhumatologie. On a une croissance de curistes depuis que nous avons la prescription rhumatologie. Et quand on regarde les études de satisfaction sur la rhumatologie, on se rend compte que les curistes ne sont pas pleinement satisfaits de l'établissement, de l'accueil, des soins qui sont prodigués et des locaux dans lesquels ils se situent. Ils viennent pour leur cure. Donc il y a un vrai besoin. On est d'ailleurs aujourd'hui, on a rompu le bail qui nous liait au gestionnaire de l'établissement thermal, parce que nous n'étions pas satisfaits des conditions dans lesquelles ils exerçaient l'activité des thermes. Donc on va repartir sur la recherche d'un nouvel exploitant. Et conjointement, j'imagine qu'on pourra travailler sur un nouveau projet avec lui. Et le dernier sujet, c'est encourager le propriétaire du château à rénover. Très clairement, c'est réaffirmer aussi notre position de souhaiter un développement touristique du château. J'ai eu l'occasion de rencontrer les propriétaires du château qui, eux, souhaitent plutôt développer du logement. Ils s'imaginent que ce sera plus facile pour eux d'avoir une rentabilité sur le château en développant une trentaine de logements. C'est pas le souhait de la commune, en tout cas de l'équipe, c'est de conserver un établissement touristique et hôtelier à cet endroit. On rencontre très régulièrement des opérateurs hôteliers qui souhaitent s'installer à Divonne-les-Bains, que ce soit des locaux ou des opérateurs nationaux. Nous les mettons en lien, nous organisons des rendez-vous entre les différents partenaires pour essayer de trouver une solution afin que ce château puisse être rénové rapidement. Voilà ce que l'on fait et ce qu'on va continuer à faire dans les années qui viennent. Enfin, j'espère avoir répondu assez clairement aux quatre points. Parfait. On a dit que c'était la dernière question. On a largement dépassé le temps qu'on s'était fixé au démarrage de cette réunion. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Au regard de la crise du coronavirus que nous vivons actuellement, cette soirée sera mise à disposition des personnes qui n'ont pas pu venir demain sur notre site internet. On vous remercie pleinement d'avoir été présent. On vous invite également, si on est encore autorisé à faire des réunions publiques, à un débat que j'avais proposé aux deux listes concurrentes et qui se tiendra mercredi, avec malheureusement une seule liste. Ce débat se tiendra mercredi à 19h30 dans cette salle. Et nous organisons également un événement festif sous la Halpertan, vendredi soir, pour clore cette campagne. Et vous êtes bien évidemment les bienvenus. Juste avant de conclure, je tenais à vous remercier vous d'être présents, à remercier l'ensemble de mes colistiers et des membres de la liste Divonne-les-Bains naturellement qui portent ce projet avec vigueur et conviction. Et je crois que vous l'aurez compris, notre volonté est de faire en sorte que chaque Divonnais, à chaque étape de sa vie, soit pleinement épanoui à Divonne-les-Bains. Merci beaucoup.